Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... It all started because the state says the victims unfriended Janelle Potter on Facebook. Those killings became nationally known as the Facebook murders. Des histoires étranges de l'ère numérique. Enfants comme adultes, nous sommes toujours à la recherche d'un cercle social, qu'il soit réel ou virtuel. En 2012, une certaine Janelle Potter, originaire d'une petite ville du Tennessee, était prête à tout pour intégrer un groupe d'amis. Lorsqu'un conflit surgit au sein du groupe, personne ne pouvait s'imaginer jusqu'où les choses aboutiraient. Suivez-nous dans une histoire de catfishing où la jalousie, le mensonge et un mystérieux agent des services secrets s'entrecroisent. Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir? Ça va bien et toi, Émile Gauthier? Ça va très bien aussi. Dis-moi donc, qu'est-ce qu'on boit ce soir là, pour passer au travers de cette histoire mystérieuse? Oh, ce soir, on boit la chat à fouetter de la microbrasserie Noctem qu'on aime bien. Oui. C'est une milkshake IPA au mangue et on a des houblons du Citra, du Sabro et du Equanote. Et elle s'appelle comment déjà? La chat à fouetter. Oh oui, on check ça. On est des gros fans du Noctem ici. Oui, à on les Distorsion. adore. On veut aussi donner un gros shout-out à notre seul et unique auditeur ou auditrice des Bahamas. Oh, mais c'est peut-être Rihanna. Qui sait? On vous rappelle aussi que si vous voulez obtenir nos épisodes en avance, sans pub, ainsi que nos after-shows et du contenu bonus, dont un épisode secret à la toute fin de la saison, on vous suggère de vous abonner à quelque part sur notre page Patreon, au patreon.com/distorsion. Vous allez voir, il y a une belle communauté qui vous y attend. Oh oui. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire tordue de Janelle Potter? Oui, mais avant d'aller plus loin, je voulais vous dire qu'en ce moment, c'est vraiment le temps idéal pour acheter un matelas Polysleep pour bien terminer l'année 2021. Pas besoin d'attendre à la dernière minute et de risquer une rupture de stock. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau matelas et que vous voulez essayer de nouveaux oreillers, c'est le moment. Seb, on le dit pas assez souvent, mais un bon matelas, ça peut vraiment changer votre vie, même sauver votre couple. Et Polysleep ont toute une gamme de matelas avec la meilleure technologie et vous pouvez même faire un quiz en ligne pour savoir lequel vous convient le mieux. Polysleep nous offre, grâce à cette commandite, un accès exclusif à leur vente Black Friday et pour une période prolongée avec un rabais exceptionnel de 25% sur tous les articles du site. Donc, matelas, oreiller et base de lit. 25%, c'est quand même beaucoup là, sur le prix d'un matelas. Profitez-en pour dire adieu aux douleurs musculaires, aux allergies et à l'apnée du sommeil, le tout grâce à des produits faits ici, chez nous, au Québec. Utilisez le code promo Distorsion25 du 16 au 29 novembre 2021 sur polysleep.ca. Avec le code Distorsion25, vous obtenez 25% sur tout le site polysleep.ca. Et là-dessus, Seb, est-ce qu'on est prêt à attaquer l'épisode de ce soir? Oui, monsieur. L'histoire de ce soir, mon cher Seb, l'histoire de Janelle Potter, oui. On l'a abordé dans notre tome 1 de livre, là, notre premier livre de Oui. Distorsion, mais c'est un sujet qui était tellement étrange, tellement tordu, le twisted même, et qui a connu des développements depuis l'édition de notre livre. Donc, on voulait vous en parler en mode podcast pour aussi amener des réflexions Oui. au travers de ça, puis aussi l'amener à certaines personnes qui n'ont peut-être pas acheté notre livre. On sait que vous n'êtes pas nombreux, là, ceux qui n'ont pas fait ça, mais bref, c'est une histoire tellement passionnante, tellement bizarre aussi. On dirait que c'était un peu une perfect storm, en fait. Là. C'est-à-dire que plusieurs ingrédients mis ensemble qui a créé vraiment tout un bordel. Là. Puis on veut pas trop vous spoiler non plus parce que vous allez voir, il y a plusieurs rebondissements là-dedans. Ah oui, absolument. En fait, comme dans plusieurs cas qu'on dit, c'est digne d'un scénario de film. Même si on avait vu ce scénario-là, on y croirait pas. Vous allez voir toute
c'est un épisode où ce que la distorsion cognitive vraiment de la réalité est appliquée là, pour plusieurs des protagonistes de l'histoire, vous allez voir. Ah, tout à fait. Il y a tellement d'éléments mystérieux là-dedans, puis à quelque part, il y a aussi une tristesse profonde, vous allez voir, qui va se dégager de cette histoire-là. Il y a des passages pas faciles non plus, donc avis au cœur sensible, il y a quand même une certaine part de violence dans cette histoire-là, une part de tristesse aussi. Le système judiciaire aussi n'est pas toujours adapté pour certaines personnes. Lorsqu'on parle de maladie mentale, parfois même de déficience intellectuelle, on va en parler un peu aujourd'hui. Et donc, il y a aussi une réflexion à avoir autour des jugements qui ont eu lieu à la Cour en lien avec cette histoire-là. Il y a eu des développements aussi en 2021, assez récemment, donc on va pouvoir y revenir. Oui, tu as bien raison, mon cher Émile. Je pense qu'on est prêt à débuter le cas. Yes. Je voulais commencer par vous parler de l'amitié. L'amitié, on le sait, c'est un besoin essentiel pour l'humain. Puis sur la pyramide de Maslow, je ne sais pas si tu te rappelles un peu c'est quoi, là. Donc, c'est les besoins fondamentaux de l'être humain pour être heureux, ou du moins pour vivre. Mais l'amitié, en fait, la socialisation dont fait partie l'amitié, c'est quand même le troisième besoin que l'être humain a pour être équilibré, là. Après le besoin de sécurité et de s'occuper de sa survie, en fait. Donc, ça vient tout de suite après. C'est pour ça aussi qu'on vit en société. C'est pas l'humain a besoin de l'autre pour vivre et survivre. Puis on le sait, les réseaux sociaux sont devenus, pour tout le monde, le pilier, le pivot de communication d'à peu près tout le monde maintenant, à part peut-être quelques personnes qui ne sont pas connectées. Mais généralement, on utilise les réseaux sociaux ou les messageries des réseaux sociaux pour communiquer, pour entretenir notre cercle d'amis et tout ça. Puis on recherche à quelque part une certaine forme de validation aussi de la part d'un cercle social. Donc c'est important d'avoir des amis et tout ça, mais à une époque où les contacts réels sont minimales comparés à une certaine époque, la validation qu'on va chercher sur les réseaux sociaux avec nos contacts virtuels est de plus en plus importante. Puis aussi, il y a une certaine ligne, on dirait, qui est brouillée à notre époque entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire que le virtuel est tellement présent qu'il devient réel. Oui, vous allez voir, ce soir, on parle de catfish à un certain endroit, mais à quelque part, ces amitiés-là qu'on entretient virtuellement sont bien réelles pour la plupart du temps. Ah ben oui, absolument. En fait, je suis convaincu que notre cerveau ne fait pas tant de différence, puis même ça avait été prouvé qu'une relation sociale ou une relation, je veux dire physique, ou virtuel, on parle toujours d'amitié, là, ça a pratiquement le même impact. Ça remplit les mêmes besoins. Oui, exactement. On le sait, il y a tellement de gens qui peuvent s'accrocher aussi à... la preuve, en fait, c'est souvent des relations qui vont ne rester que virtuelles et les gens vont y trouver quand même un confort. Parce que, en fait, l'important dans une relation d'amitié, beaucoup, c'est la communication. Et les réseaux sociaux, que ce soit virtuel, en fait, ils permettent de le faire, peu importe qu'on soit physique ou non. Puis, mais aussi, les réseaux sociaux deviennent le refuge des gens qui ont peu d'amis, qui sont moins adaptés en société, qui ont plus de problèmes à se faire des amis. On le sait, ça aussi, c'est une autre problématique. Dans la vie physique, il y a toutes sortes d'éléments qu'on tient compte inconsciemment, selon nos valeurs, notre culture. Quand on rencontre des gens dans un cercle d'amis, on ne plaît pas à tout le monde, puis c'est pas tout le monde avec qui on veut être ami non plus, puis c'est normal. Mais souvent, lorsqu'on détonne ou on a de la difficulté à se faire des amis dans la vraie vie, les réseaux sociaux deviennent aussi un bon soutien ou un endroit, un espace, un safe space pour ces gens-là aussi, pour développer des amitiés plus facilement avec l'écran. Ça permet de dissiper la gêne. On n'a pas tous nos jugements ou nos préjugés aussi qu'on peut avoir sur le physique de quelqu'un, la voix, etc. Tout ça part avec le virtuel. Donc, ça facilite beaucoup les choses pour beaucoup de gens. Et ça devient un refuge, en fait, pour ces gens-là. Puis juste pour vous dire, Facebook, c'est tellement rendu gros, là, si on parle de lui. Si c'était un pays, actuellement, ça serait le pays le plus gros au monde. Puis juste pour vous dire, quand on avait écrit le livre, je pense que c'était le troisième pays le plus gros au monde, dans le sens que... Le tome 1. Oui, le tome 1, depuis l'écriture de cette histoire-là,
versus aujourd'hui, tu sais, Facebook a quasiment doublé de taille. Et c'est assez incroyable. Tout ça pour dire que maintenant, les réseaux sociaux sont une forme de pays. Puis tout le monde, on est un peu tous sous le même écosystème. Ça m'a toujours fasciné. On est presque à 4 milliards. Je pense que c'est 3,6 maintenant d'utilisateurs actifs sur Facebook. Puis la population, c'est 8 milliards. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de monde. C'est clair. Comme je vous disais, c'est un refuge pour des personnes qui sont un peu différentes, un peu plus isolées. C'est le cas de l'Américaine Janelle Potter. Elle est âgée de 31 ans. Elle a toujours souffert de troubles de santé et de problèmes d'apprentissage dès son jeune âge. Ça l'a toujours mis à l'écart des autres. Elle souffrait de diabète de type 1, qui est vraiment le diabète sévère, pas le type 2 qu'on développe avec le temps. Donc, le diabète de type 1, c'est aucune insuline. Il faut que tu te piques à chaque jour. Ça demande beaucoup de discipline de vie. Les gens qui souffrent de ça, honnêtement, je trouve ça assez... je les trouve courageux, en fait, d'avoir à gérer ça au quotidien. Mais malgré ça, Janelle, en plus de ça, bon, le diabète, c'est une chose, elle mesure 6 pieds de haut, mais le problème, si on peut dire, c'est que sa voix ne s'est jamais développée normalement. Fait que même adulte, elle s'exprimait avec une voix qui était assez enfantine. Hein. Puis même si vous voyez des vidéos sur YouTube et tout ça, quand on l'entend parler, on le remarque quand même. Donc, ces différences-là ont eu quand même un impact sur elle, puis toute sa vie, elle n'a jamais eu trop réussi à se faire des amis, elle n'a jamais eu de conjoint non plus. Elle a grandi à Philadelphie, elle a déménagé en 2005 dans la ville de Mountain City, qui est située au Tennessee, aux États-Unis. C'est une petite ville, là, même pas 3000 habitants. Il n'y a pas de cinéma, pas de centre d'achat, il y a 3 petits commerces, là. Donc, c'est encore plus difficile de se faire des amis quand on habite une petite ville. Les chances d'avoir des gens qui peuvent correspondre à nos valeurs et tout ça sont réduites, évidemment. Puis en plus, lorsqu'on a une différence, eh bien, les gens s'en rendent rapidement compte et puis les potins ou les ragots peuvent faire leur effet encore plus rapidement. Oui, absolument. C'est encore plus rapide. Souvent, les vieux comparaisons de Facebook, c'était le perron de l'église, mais dans des petites villes comme ça, la ville elle-même, elle a encore ce bouche à oreille-là qui circule organiquement. Donc, malgré que Janelle, elle est dans le début trentaine, elle quitte jamais la maison, elle vit encore chez ses parents. Sa vie sociale est majoritairement virtuelle. Par contre, elle est assez habile avec les ordinateurs, puis elle passe ses journées sur Internet et sur les réseaux sociaux comme Facebook. Selon la description de son profil en ligne, c'est une personne qui est douce et qui aime prendre soin des autres, là. Elle mentionne aussi qu'elle aime beaucoup la vie et faire rire. C'est quelqu'un qui publie aussi régulièrement, c'est assez typique, là, des photos de chiens, des photos de graphiques en forme de cœur, un peu comme une préadolescente le ferait, mais pas nécessairement comme une adulte de 31 ans. Oui, on voit un peu le genre. Lorsqu'elle n'est pas en ligne sur Facebook, Janelle, elle s'occupe avec ses jouets et ses peluches dans sa chambre. Ça aussi, c'est encore un peu étrange. Là, on s'entend, là, elle a 31 ans. Elle n'occupe aucun emploi, elle n'a pas de métier, elle ne possède pas de voiture, ni même de permis de conduire. Ses parents, Marvin ou Buddy pour les intimes, et Barbara, sa mère, s'occupent d'elle au quotidien. Ils sont d'ailleurs connus pour être très, très protecteurs et de vraiment la maintenir dans une bulle de verre. T'sais. Tout cet univers-là qu'elle s'est construit autour d'elle, ses parents sont aussi responsables de ça, là, de l'avoir toujours surprotégée. Ça, des fois, les parents ne veulent pas mal faire quand ils font ça. Sa mère, elle travaille en informatique chez Hewlett Packard, là, HP, et son père, c'est un ancien soldat d'élite américain qui a combattu lors de la guerre du Vietnam. Là. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même un vécu un vécu de vie quand même, moins traditionnel. Moi, les gens qui ont fait la guerre, pour vrai, ça me fascine. C'est quand même des gens qui ont vécu quelque chose de difficile. Sa femme prétend qu'il a déjà aussi travaillé pour la CIA. La famille est aussi composée d'un autre membre, sa sœur, une des autres membres de la famille, qui est la sœur de Janelle, qui est Christy Grover, mais elle n'est pas dans la maison, puis elle n'a aucun contact avec la famille depuis une décennie. Même avant le cas qu'on vous parle, elle n'était plus en contact avec la famille. Elle avait une relation vraiment difficile avec sa mère Barbara et selon son entourage, Barbara, c'est quelqu'un qui raconte toujours des ragots sur un peu toujours tout le monde. Donc, ça fait qu'elle est toujours un peu en conflit avec son voisinage ou les membres de sa famille à cause de ça.
Encore une fois, selon la sœur de Janelle, selon Christy donc, ses parents ne l'ont jamais vraiment encouragée à se faire des amis dans la vraie vie, puis ils ont toujours tenté un peu là, de la protéger du monde extérieur. Un peu comme tu disais, il la garde un peu dans une cloche de verre, on dirait. Là. Il est donc normal à quelque part que Janelle se soit réfugiée en ligne où il y a un nouveau monde social indépendant de ce qu'en pensent ses parents qui s'ouvrent là, complètement devant elle. Malgré tout, Janelle entretient des amitiés virtuelles et semble se conforter dans ce mode de vie numérique. Les réseaux sociaux lui permettent de cette façon-là de combler sa solitude. Par contre, en 2009, les astres s'alignent et de nouvelles amitiés se développent pour Janelle. Étant diabétique, elle doit aller chercher régulièrement des ordonnances d'insuline à la pharmacie du coin. Et au fil du temps, elle se lie d'amitié avec la commis aux médicaments, une certaine Tracy Greenwell. Par empathie, celle-ci lui présente alors son groupe d'amis, dont son frère Billy Payne, qui travaille dans une usine. Janelle fait dorénavant partie du groupe d'amis et participe à différents types de soirées sociales. Donc, elle est bien contente. C'est très rare dans sa vie qu'elle a eu un cercle social réel où les gens se rencontrent pour discuter et faire des activités ensemble. Ils vont même d'ailleurs faire de l'escalade là, tous ensemble. Pour la première fois de sa vie, Janelle fait maintenant partie d'un vrai cercle d'amis, ce qui l'anime là, et l'excite au plus haut point. Au fil des rencontres et des activités, et pour la première fois de sa vie, Janelle tombe amoureuse de Billy, le frère de Tracy. Billy, pour le décrire, c'est un charmant jeune homme qui est assez respectueux, gentleman et qui prend toujours soin des autres. Oui. C'est d'abord ce qui plaît à Janelle. Par contre, la situation n'est pas complètement réciproque là, du côté de Billy. En revanche, il présente Janelle à son cousin qui s'appelle Jamie Curd, qui, tout comme elle, est très habile avec les ordinateurs. Il est très geek, donc les deux là, vont connecter immédiatement à ce propos-là et vont devenir très proches l'un de l'autre. Tranquillement, il y a un certain amour là, qui se développe entre les deux. Ayant échangé leurs numéros de cellulaire respectifs, ils s'échangent maintenant des messages textes plusieurs fois par jour et développent vraiment cette relation-là à un rythme vraiment effréné. Malgré qu'elle soit dans la trentaine, Janelle est encore traitée par ses parents d'une manière très stricte, comme si c'était un enfant, là, complètement. Là. Elle va donc garder la relation qu'elle a avec Jamie secrète auprès de ses parents. Les tourtereaux ont vite trouvé un prétexte subtil pour se voir à la maison, alors que Jamie, qui est habile en informatique, visite la famille Potter sur place pour réparer les ordinateurs et les différentes pièces électroniques qu'ils ont chez eux. Donc, c'est de cette façon-là que Janelle et Jamie réussissent à se voir un petit peu. Jamie s'est aussi joint à leur groupe d'amis, ce qui permettait aussi à Janelle à l'époque de le voir lors des sorties amicales qu'il faisait. Donc, avec le temps, Billy est aussi devenu un ami de la famille, en particulier son beau-père, Marvin. Mais derrière le dos de ses parents, Janelle et Jamie passent du temps, mais secrètement ensemble, donc toujours à l'insu. Mais Janelle était parfaitement heureuse et comblée avec des amis et un amoureux maintenant, donc une situation de bonheur qu'elle n'a jamais vécue auparavant. Ça devait être tout un changement pour elle. Elle devait même avoir de la facilité à mentir à ses parents en raison de tout ça. Là, ah ben oui, c'est certain. Puis je comprends bien son réflexe d'avoir protégé cette relation-là, du moins l'existence de cette relation-là, sachant que sa mère, très sévère, elle joue encore avec des jouets de jeunes enfants. On dirait que ça explique tout un peu pourquoi qu'elle a fait ça. Ça, c'est comme un pas dans la vie d'adulte. Puis je suis certain que par des commentaires par le passé que sa mère lui a dit par rapport à la vie amoureuse, les hommes et tout ça, je suis sûr qu'on n'a pas de preuve de ça, là, mais je suis certain que ça l'a aussi aidé au fait qu'elle a voulu garder ça secret pour elle. Ah oui, tout à fait. Alors que la vie sociale et amoureuse de Janelle semble enfin s'épanouir, son sentiment amoureux envers Billy, qui est le cousin de son copain actuel, lui, il diminue pas du tout. Au courant de l'année suivante, Billy il rencontre une femme au nom de Billie Jean Hayward. Puis juste pour vous dire, Billy, c'est une femme, ça s'écrit B-I-L-L-I-E. Et Billy, l'homme, lui, c'est B-I-L-L-Y. Donc, c'est un couple de deux Billy. Oui. Ils tombent amoureux et assez rapidement, c'est assez fusionnel, elle va tomber enceinte rapidement de Billy. Ne faisant pas les choses à moitié, donc une fois qu'elle est enceinte, le couple se fiance par la même occasion. C'est à ce moment-là que Janelle commence à avoir des drôles de comportements envers le couple, là, parce qu'elle commence à sentir une jalousie, en fait, par rapport à ça. Oui, elle avait encore des sentiments pour Billy avec un Y. Ouais.
Plusieurs disputes éclatent sur Facebook et des échanges remplis de jalousie de la part de Janelle font rage. On est loin des échanges de gangs de rue, comme on parlait. Ouais. Les deux membres du couple la retirent l'un après l'autre de leur liste d'amis. Puis on le sait, là, le unfriending sur Facebook, se faire retirer de la liste d'amis, ça fait mal. Là, oui, aussi. Ça heurte. Ça heurte vraiment. Là. Janelle n'accepte pas du tout la situation. Elle va même les accuser de l'avoir intimidée sur les réseaux sociaux. Elle en parle à ses parents, elle leur explique sa version des faits. Elle affirme être constamment bombardée de messages haineux à son endroit où on l'accuse d'être une horrible et une mauvaise personne. Selon ses dires encore, elle se fait même parfois menacer de viol, ce qui est assez intense. Elle mentionne aussi recevoir des coups de téléphone et que des gens passent devant sa maison pour l'intimider. Elle confie à ses parents aussi qu'elle reçoit toute cette haine parce qu'elle est trop belle, selon elle, et que Billy, avec IE, la nouvelle copine de Billy, en est jalouse. Donc, c'est comme si c'était Billy qui était jalouse d'elle, ce qui explique tout ce comportement-là. Billy, l'homme, de son côté, serait en fait plutôt amoureux de Janelle, selon elle, et même selon la version recueillie par ses parents, donc c'est la version de Janelle. Et Janelle, elle, semble développer avec le temps une certaine forme de paranoïa. Puis à ce moment-là, elle est toujours quand même avec son petit copain, le Jamie. Ben oui, ça se fait comme tout en douce. Ce conflit virtuel là, déborde soudainement dans la vie réelle, puis dans le fond, ça vient aux oreilles des habitants du village. Hein. Comme on vous disait, c'est un petit village de moins de 3000 personnes, donc ce type de situation-là débarque assez rapidement dans la vraie vie. Là. Et souvent, les ragots voyagent très, très vite. Le couple qui est accusé d'avoir débuté les hostilités, en fait, les Billy, prétend plutôt que c'est Janelle qui les harcèle et qu'ils n'ont rien à voir avec ce qu'elle prétend. Les oui-dire et les rumeurs vont rapidement se propager au sein de la petite communauté et le drame entourant ce triangle amoureux, on peut l'appeler comme ça, va vraiment devenir une discussion populaire en ville. De plus en plus de gens croient que l'histoire pourrait escalader puis même en arriver à un drame, là, en fait. C'est à ce moment qu'un événement inattendu va secouer la famille Potter. Un jour, les proches de Janelle, sa mère Barbara et son amoureux Jamie, reçoivent un courriel, écoutez bien ça, là, d'un agent de la CIA du nom de Chris. Il affirme être en mission secrète et qu'il les alerte parce que la vie de Janelle serait en danger. Donc, c'est spécial. Il prétend être un ami de Janelle depuis l'école primaire, avec qui il a repris contact sur Facebook depuis quelque temps. Donc, c'est pour ça qu'il les contacte. Et il semble être bienveillant, en bout de compte. Il affirme aussi qu'elle lui a demandé de l'aide pour se protéger contre des harceleurs. Il s'ensuit de nombreux échanges par courriel, en particulier avec Barbara, la mère de Janelle. Et pour prouver son existence, l'homme en question, Chris, envoie des photos de lui et il partage plusieurs détails sur sa vie privée, comme par exemple le fait qu'il soit maintenant veuf et que, comme Janelle, il adore aussi les chiens. Donc, drôle de détail qu'il va nommer comme ça, là. Par contre, il mentionne que dans le but de garder son identité secrète, Chris n'est pas son véritable nom, bien évidemment. Chris complimente beaucoup la fille de Barbara à travers les différents courriels, à travers leurs échanges. Il complimente Janelle, mais en s'adressant à Barbara. Barbara commence même, de son côté, à développer un certain attachement particulier envers lui. Ouais. Elle commence peu à peu à le traiter un peu comme son fils et va même jusqu'à signer ses courriels du nom de maman. Donc, il y a une certaine proximité, familiarité là, qui se développe entre Barbara et ce mystérieux Chris. Puis cette relation-là est vraiment bizarre parce que le lien de confiance semble bien établi, mais en même temps, c'est difficile de croire que les services secrets américains s'intéressent à ce dossier-là, qui est un dossier très local, puis au triangle amoureux de Janelle Potter. Donc, c'est un peu bizarre, mais malgré tout, étant donné que Chris et Janelle semblent se connaître depuis longtemps, ils ont été à l'école ensemble, et grâce aux multiples preuves fournies par Chris, Barbara demeure convaincue de la gravité de la situation, puis elle demeure convaincue en fait que Chris est un vrai agent de la CIA qui tente de les alerter. Mais un certain matin, devant le terrain de la maison familiale des Potter, une pierre a été retrouvée avec les noms Billy Payne et Billie Jean écrits dessus, comme si elle avait été intentionnellement lancée vers la maison.
C'en est trop, la famille Potter porte finalement plainte à la police. Ils vont vraiment déclarer là, ce qui s'est passé, puis ils vont expliquer un peu plus en détail ce qui se passe. Mais ils vont quand même en garder un certain côté secret, là. Les enquêteurs ouvrent une enquête qui sera malheureusement fermée rapidement, faute de preuves. Parce que, bref, la pierre en question, elle n'a pas causé de réels dommages. Et ils n'arriveront pas à identifier clairement celui ou celle qui l'a lancé. Malgré le fait que, quand on regarde la photo de la pierre en question est ressortie sur le web, et c'est écrit quand même à la main avec une écriture assez distincte, même que c'est écrit Bill Payne, donc il manque le Y sur la pierre. Oui, donc, exact. Comme si c'était quelqu'un d'assez familier qui avait lancé cette pierre-là. Malgré les échanges et la présence de ce mystérieux agent secret Chris, la dispute en ligne entre le couple de Billy et Janelle continue de s'intensifier. Chris prétend même avoir un infiltrateur au sein du groupe d'amis qui l'aurait informé que Billy est un vendeur de drogue dangereux. Il soutient aussi que dans ses échanges courriels, que Billy, l'homme en question, fantasme sur l'idée de violer Janelle avec sa conjointe Billie Jean, afin de lui voler sa virginité pour ensuite lui trancher la tête. C'est assez intense. Chris supplie alors Barbara et Jamie de faire quelque chose. Il leur indique que Janelle a très peur de mourir et qu'ils doivent à tout prix empêcher que ça arrive. La panique est prise dans la demeure des Potter, et la chose commence à devenir connue au sein du village de Mountain City, un peu comme tu l'expliquais, Seb. Le mot se passe vite dans les petites communautés. Prise de panique, Barbara imprime alors les nombreux courriels échangés avec Chris depuis plusieurs mois et les montre à son mari Marvin, qui, rappelons-nous, est un vétéran du Vietnam. Oui. Il était au courant de l'histoire grâce aux nombreuses discussions à la maison sur le sujet, évidemment, mais n'étant pas très à l'aise avec les ordinateurs, il ne communique jamais directement avec Chris, l'agent secret. Il laisse ça là, à sa femme Barbara. Suite à un conseil de famille où ils sont tous réunis, tout le monde acquiesce qu'ils doivent faire le nécessaire pour protéger Janelle afin que la situation se stabilise. Ils n'en peuvent plus du climat de terreur que le couple leur fait subir et du climat dans la ville. Pendant ce temps, le couple formé de Billie Jean et l'autre Billy donne naissance à un jeune garçon bien en santé. Marvin, qui a été un soldat d'élite américain, Seb, là, qui est même membre du corps des Marines, est lui aussi assez naïf dans cette histoire-là, puis assez vulnérable. Pas mal. Tu sais, il remet jamais en question les informations véhiculées par Chris, puis il doute jamais de son identité, puis au contraire, il croit vraiment le dur comme fer que le dossier est arrivé sur le bureau des services secrets. Tu sais, je ne sais pas si en raison de tout ce qu'il a vécu, il peut penser que justement, parfois les choses sont plus grandes que nature, puis une situation comme ça est possible. Je ne sais pas, tu sais, des fois, il y a une certaine forme de paranoïa là, qui peut habiter là, ces gens-là qui en ont vécu des difficiles. Ah oui, ils peuvent avoir des stress post-traumatiques, mais moi j'avais l'impression que ça aurait été plutôt l'inverse. Si on fait de la psychologie à 2$. Oui, exact. Mais j'aurais plutôt pensé que ça aurait été l'inverse, étant donné qu'il y a des gens qui sont dans le système, on fait pas la guerre, les ressources qui sont déployées, c'est pas pour des cas comme ça. Mais est-ce qu'encore une fois... je sais pas si tu peux, quand tu es tellement, pas naïf, mais le fait que l'information vient de l'informatique, puis quand tu connais pas ça, jusqu'à quel point, on en revient un peu à la désinformation d'aujourd'hui avec le web et les réseaux sociaux. La source n'est pas vraiment importante pour plein de gens qui n'ont pas eu à distinguer, à apprendre à distinguer une source. Donc, il fait partie de cette génération-là. Là, s'il a fait la guerre du Vietnam, c'est quand même quelqu'un qui est assez vieux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, que vu que ça vient d'un courriel, comme s'il y a vraiment... Puis que sa femme, qui devient un peu mandataire du message, mais il ne peut pas douter de sa femme. Donc, on dirait que tout ça a créé cette équation-là qui y croit. Mais... Puis en même temps, sa femme, Barbara, a quand même un petit tempérament paranoïaque, donc ça se peut qu'elle l'entraîne un peu aussi dans ces pensées-là, dans ces scénarios-là. Bref, il y a quand même des questions qui demeurent. Pourquoi ne pas simplement aller voir la police si la menace est si réelle? Puis s'il y a une menace, en fait, à quel point elle est vraiment réelle? Et à ces deux questions, on est toujours confus.
Le 31 janvier 2012, un ami du couple de Billy et Billie Jean se rend chez eux pour leur rendre visite et entrer sans frapper par la porte arrière qui est comme à l'habitude déverrouillée, comme dans tous les petits villages. En entrant dans la maison, il remarque étrangement l'ambiance très silencieuse. Ça s'annonce pas bien. Non. En circulant plus amplement dans la maison, il va faire une découverte qui va le troubler à jamais. Billy, 36 ans, est retrouvé étendu sur son lit avec plusieurs balles logées dans la tête ainsi que la gorge tranchée. Billie Jean, sa femme, 23 ans, est retrouvée, elle, morte assise sur une chaise berçante dans la chambre de son fils de 7 mois, avec celui-ci dans les bras. La jeune fille a reçu, elle aussi, plusieurs balles à la tête. Heureusement, le bébé, ensanglanté, a été retrouvé sain et sauf dans les bras de sa mère, en sanglots, mais au moins il n'y avait aucune blessure, aucune égratignure. Mais qui est assez fou pour... Elle l'avait dans les mains là, quand elle a été assassinée. Là. Eh non, mais quelle scène ça doit être, puis... Pauvre enfant, je peux pas croire que même à 7 mois, il doit rester quelque chose. C'est ce que j'allais te dire. Je me demande parce que ils disent que notre cerveau retient tout, notre subconscient, tous les événements traumatisants. Ça a l'air même notre naissance est traumatisante. Même si on s'en souvient pas, ça veut pas dire que ça n'a pas eu des traumatismes. Non, tu as raison. Je me demande comment ce cerveau-là a pu gérer ça. À l'époque. Là, mais qui est capable de rentrer là, de tuer 2 jeunes parents, puis de laisser pleurer le bébé comme ça, là, sans surveillance? Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas ce qui peut passer par la tête de quelqu'un. Puis aussi, pourquoi il a épargné l'enfant? Tu sais, tant qu'à faire un carnage de ce niveau-là, là, il a peut-être juste pas été capable. Il y avait peut-être un peu de morale, ouais, si je peux dire. Là. Ouais. Mais oui, c'est un bon questionnement. L'ami qui a découvert les corps est sous le choc, on le comprend. Il contacte immédiatement la police. Ceux-ci arrivent sur les lieux pour constater le drame. Dans une petite ville comme ça, où il y a très, très peu de crimes de ce genre-là qui se produisent, encore moins ce type de crime-là violent comme ça. Là, généralement, les villes, c'est des vols, des choses comme ça. Il est de plus assez inhabituel aussi pour la police de traiter ce type de dossier-là. Là, c'est pas juste le fait qu'il n'y a pas de crime comme ça, mais les policiers aussi qui travaillent sont pas habitués à ça. Après avoir passé la maison au peigne fin, les enquêteurs déterminent que le crime a été commis environ 5 heures avant que les corps soient découverts. Cependant, aucune preuve matérielle a été retrouvée sur les lieux, pas d'ADN, pas de douille de balles. C'est-à-dire que la personne était quand même assez habile, elle savait ce qu'elle faisait dans le sens pour enlever les preuves. Aucune empreinte digitale. On estime donc qu'il s'agit d'un travail effectué par justement des vrais pros. Là. Le lendemain des meurtres, le chef adjoint du shérif du comté, de Joe Woodard, où ce qu'on est actuellement, s'entretient de manière informelle avec Janelle, Barbara, la mère, et Marvin à la maison familiale des Potter, puisque tout le monde dans le village était au courant quand même qu'il y avait des conflits avec les Billy, donc qui est le couple assassiné. Au cours de cet interrogatoire-là, personne ne semble savoir qui aurait pu assassiner le couple dans une telle violence. Ben non, parce que les gens vont dire c'est personne du village en plus. On connaît personne qui est capable d'une telle violence. Est-ce que c'est le crime organisé pour être fait avec autant d'attention aux détails, là, dissimuler les preuves, ramasser les cartouches de balles, tout ça? Mais au moins, le petit bébé n'a pas été seul trop longtemps. Oui, là. c'est vrai, 5 heures, c'est quand même long, on s'entend pour un bébé de 7 mois, là, mais au moins, c'est pas un 4 jours. Là, non, exact. Non, puisque j'ai l'impression que 4 jours, c'est sûrement mort, en fait. Mais non, il a dû pleurer tellement. Là, ça ne devait pas avoir de bon sens. Là. Personne... en tout cas... Je vais continuer. Il va avoir un esprit de Kill Bill qui va renaître en lui plus tard, ce jeune enfant. Oui. L'enquête se poursuit et quelques jours qui suivent le drame, les autorités amènent Jamie, le copain de Janelle, on vous en a pas encore beaucoup parlé, mais au poste de police pour un interrogatoire formel. Il accepte de passer un polygraphe. Le test permet de constater qu'il a menti à la question lui demandant s'il connaît l'identité de l'assassin du couple. Oh. Ça, c'est étrange, là.
Autre fait particulier, durant la session d'interrogatoire, il demande si la CIA est présente à quelque part au poste de police et si elle couvre ce dossier. On vous rappelle le certain Chris. Cette question surprend les enquêteurs et sème tout de suite un doute. Pourquoi les services secrets se seraient mêlés à une histoire du genre locale, un peu comme on vous disait tantôt, pourquoi le père ne s'est pas questionné, mais là, les autorités aussi se questionnent pourquoi la CIA viendrait se mêler de ce dossier-là. D'emblée, Jamie leur dit qu'il échangeait des messages textes à un homme du nom de Chris, justement travaillant pour la CIA, et il serait un agent qui était mandaté pour protéger Janelle à tout prix des menaces de mort qui pesaient contre elle sur les réseaux sociaux. Donc, après ces étranges affirmations du copain de Janelle, les enquêteurs soupçonnent que sûrement, anguille sous roche, ils vont continuer d'enquêter cette piste étrange, là. Oui, puis je reviens un petit peu en arrière, mais pourquoi est-ce qu'il a accepté de passer un polygraphe, tu sais? Oui, c'est une bonne Sachant question. que, tu sais, s'il y a quelque chose à se reprocher, dans le sens que s'il connaît vraiment l'identité des tueurs, pourquoi d'accepter, sachant que c'est même pas admissible en cours, tu sais? C'est juste une façon de se faire, incriminer plus rapidement. Ah ouais, mais j'ai l'impression, moi, qu'il a voulu se discréditer, en fait. Il pensait qu'il allait pouvoir mentir au polygraphe? Ben, j'ai l'impression, tu sais. Parce que quand tu acceptes d'emblée comme ça, sans trop t'obstiner, généralement, j'ose croire, c'est pour essayer que tu ne sois pas reconnu suspect ou quoi que ce soit, mais encore une fois, tu sais, ce qui connaissait bien les mécanismes, tu sais, des polygraphes et tout ça. Bonne question. Après près de 6 heures en salle d'interrogatoire, Jamie avoue finalement ce qu'il sait à propos du double meurtre. Il affirme, à la grande surprise de tous, que c'est Marvin, écoutez bien ça, le père de Janelle, qui a assassiné de sang-froid les jeunes parents. Et il affirme avoir été même présent avec lui, donc il était sur la scène de crime, mais qu'il n'a pas participé au meurtre en tant que tel. Jamie explique donc la chronologie des événements. Puis là, inutile de dire que les enquêteurs sont assez surpris de ce qu'ils ont devant eux. Là. Oui. Ils se sont d'abord garés à l'église du village et ils ont marché jusqu'à la maison du couple. Marvin avait apporté 2 armes à feu, une pour lui et une pour Jamie. Ils sont ensuite entrés dans la demeure par la porte arrière qui n'était pas verrouillée à clé. Les 2 portent des gants pour ne laisser aucune empreinte digitale au moment des faits. Marvin s'est dirigé ensuite immédiatement vers la chambre à coucher où il a trouvé Billy, l'homme, Billy avec un Y, et lui tranche la gorge et l'abat de plusieurs balles dans la tête, en style exécution. Là. Et là, ça doit faire un vacarme terrible dans la maison. Là. Il se dirige par la suite vers la chambre du bébé et il exécute Billy avec un E, la jeune femme qui était avec le bébé dans sa chambre, de plusieurs balles dans la tête, là, devant l'enfant en question. Là. Marvin a ensuite retiré les balles du corps des victimes. Faut le faire. Là. Faut pas être trop sensible. Non. Une fois le travail fait, en quelques minutes seulement, ils sont ressortis discrètement par l'arrière et ont tout de suite quitté les lieux. Ayant la confession maintenant de Jamie enregistrée, les autorités se rendent immédiatement au domicile des Potter pour mettre Marvin, le beau-père, en état d'arrestation. Ils ont aussi en main un mandat de perquisition pour fouiller la maison ainsi que tout le matériel informatique qui est présent dans la place là, et qui appartient à la famille. Non, mais quelle scène, imagine-tu? Ça n'a pas de bon sens. Ils sont rentrés là en quelques minutes, sans froid, pas de problème. Une exécution comme ça, là, ils n'ont jamais prévenu les autorités avant. C'est comme si, l'histoire n'est pas finie, là, mais c'est comme s'il avait été complètement manipulé. Là. Ah oui, absolument. Moi, ce qui me fascine, mais la femme était assise dans la chaise du bébé, elle berçait le bébé. Donc, est-ce qu'il l'a... il a dû... Moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'elle ne s'est pas levée. Si elle a entendu les premiers coups de feu, je me suis demandé, même si dans l'ordre, il n'avait pas tué la femme en premier pour éviter ça, mais selon le témoignage, non. Puis même, ça n'avait jamais été précisé, mais on dirait que je trouvais ça bizarre que la femme ait été retrouvée, le bébé dans les bras, assis dans la chaise berçante. Si elle avait entendu des coups de feu avant, ça avait été tué la deuxième, j'ose croire qu'elle aurait pu se lever et aller se cacher, à moins que ça se soit fait une vitesse
très rapide. Ouais, là, c'est mais sûr je que sais pas si après c'est leur version à eux, est-ce que c'est la vraie version? c'est Bonne ça. question. Est-ce que Jamie la tenait à bout portant dans la chaise pendant que l'autre exécutait? Parce que se faire trancher la gorge, tu dois crier un coup. Là. Tu dois te débattre. Ouais. Puis après ça, des coups de feu. Je présume que peut-être elle voulait protéger son bébé. Ah, peut-être. Mais en même temps, c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, j'aurais pas le réflexe de protéger un bébé assis dans une chaise. Non. Donc j'ai l'impression que peut-être pendant ce temps-là, Jamie la tenait à bout portant. Oui, ça c'est une bonne théorie. Ou elle avait extrêmement peur, elle était figée. Oui, aussi, c'est dur d'évaluer le comportement des gens dans une situation. On peut pas juger. Non, c'est ça. Non, on juge pas. On tente juste d'établir, de voir, de tenter de voir en fait si la version de Jamie se tient en fait. Là. Absolument. Nous sommes... on a trop dérapé. OK. On est maintenant le 7 février 2012, puis Marvin est immédiatement amené au poste de police en état d'arrestation pour le double meurtre du couple de jeunes parents. Tout en étant interrogé par les enquêteurs lui aussi, Marvin va mentionner « Depuis que toute cette merde a commencé, ma vie ainsi que celle de ma femme ont été menacées du début. Ils ont même menacé d'enlever Janelle et de lui couper la tête. » Un des enquêteurs propose alors à Marvin d'appeler sa femme Barbara. Lors de l'appel téléphonique, Marvin s'exprime à Barbara en disant « Je l'ai fait ». Et bien qu'il ait avoué son crime à sa femme au téléphone, il n'a jamais avoué directement aux autorités avoir commis le double meurtre. Ouais. Mais il a quand même dit à sa femme en présence des policiers, mais ça semble ne pas compter d'une certaine façon comme un aveu. Là. Par contre, Barbara n'accepte pas les aveux de culpabilité de son mari. Elle soutient que son mari, qui souffre d'hypoxie, c'est-à-dire que son taux d'oxygène dans le sang diminue naturellement, n'a pas été en mesure de prendre ses médicaments et son oxygène durant les 3 longues heures d'interrogatoire, apparemment que lorsqu'une situation comme ça arrive, il est plus lui-même et il perd son jugement, comme s'il aurait peut-être avoué au fil du temps en se sentant pas bien, là. Oui. Je comprends ce qu'elle dit, puis c'est sûrement vrai, mais je trouve pas que ça justifie à ce point-là le commentaire du père. En fait, sa culpabilité. Ouais. Pendant l'interrogatoire, il y a un mandat de perquisition pour fouiller la maison des Potter qui est exécuté. Les autorités ont trouvé un arsenal d'armes, soit plusieurs fusils et couteaux dans la maison, mais aucun ne correspondait à l'arme du crime. Ils ont également découvert des photos imprimées des victimes et de leurs amis dans le salon. À un certain moment, ils ont surpris Barbara en train de déchirer des photos et des documents dans la maison. Elle semblait vouloir cacher des choses aux autorités. Dans le fond, elle détruisait de la preuve. Mm-hmm. C'est un comportement qui est assez suspicieux là, de la part de Barbara et qui font encore plus amplifier les doutes que les enquêteurs ont envers elle. Donc, pourquoi qu'elle cacherait toutes ces preuves-là? Là? Les autorités ont saisi, écoutez ça, 51 pièces à conviction dans la maison, y compris l'ordinateur familial. Ils ont extrait 207 courriels en lien avec l'affaire, là, tous les échanges. On ne vous les a pas toutes nommés, évidemment, là, mais il y a eu énormément d'échanges entre la mère Chris, Janelle, Chris et tout le monde. Là. C'était assez intense. Ils ont aussi saisi le camion de Marvin où ils ont trouvé des sacs de documents déchiquetés à l'arrière. L'adjoint au procureur a minutieusement reconstruit plus d'une centaine de pages de ce qui semblait être des centaines de courriels envoyés à la famille Potter. Vraiment un travail de moine, là, de prendre les sacs où tous les documents sont déchiquetés, là, puis vraiment les assembler ensemble. Il y a tout. J'y lève mon chapeau pour le travail qu'il a fait. Avec les courriels saisis et tous les autres documents, ils ont été en mesure de reconstruire la chronologie des événements. Il y a plusieurs messages qui étaient très dérangeants selon lui. Le mot « bitch » était souvent utilisé. Il ajoute aussi que le niveau de langage et l'orthographe utilisée ne semblaient pas être ceux qui est utilisé par une personne qui est mature et bien éduquée. Oui, donc ce Chris-là n'aurait peut-être pas le niveau d'éducation qu'il devrait avoir, enfin. Le langage semblait plus correspondre à ce que des ados ou des étudiants pourraient décrire, pourraient s'écrire entre eux plutôt. Dennis Brooke, là, qui est l'enquêteur, en fait, va donc émettre de sérieux doutes sur la véracité de l'existence de Chris. Et il va tenter de comprendre qui envoie vraiment réellement ces courriels qui sont tout de même alarmants, là, qui ont pris en panique le père et qui a amené au double meurtre. De plus, étrangement,
Chris a commencé à correspondre et mettre en garde la famille au même moment où le défunt couple assassiné ses fiancés. C'est une drôle de coïncidence, quand même. Oui, quand même, hein, quand on fait 1+1. Donc, on a un peu une impression de mise en scène là, dans tout ça. Là, quand on regarde l'ensemble de cette preuve-là, c'est juste que là, les enquêteurs ont dû coller tous ces papiers déchiquetés-là pour tenter de faire la lumière sur ces choses-là. La police a également mis la main sur les messages textes échangés entre Janelle et son copain Jamie le matin des meurtres. Selon l'enquêteur, les messages textes étaient très révélateurs de l'implication de Janelle dans la préparation du meurtre, entre autres, là, selon le procureur. Sur l'ordinateur des Potter, une analyse de la police a révélé que des centaines de courriels envoyés par ce supposé agent Chris, apparemment de la CIA, provenaient tous de la même adresse IP que celle où habitaient les Potter. Donc évidemment, ils n'utilisaient pas NordVPN dans leur communication. Exact. Tout porte à croire que c'est Janelle qui a créé de toutes pièces le personnage virtuel de Chris, on s'en doutait un peu. Après avoir fait quelques recherches avec le matériel qu'il possédait, comme les photos de Chris, les enquêteurs ont découvert l'identité de la personne derrière la photo. C'était un certain Chris aussi, mais un certain Chris Jaden, un officier de police du Delaware. Il a fréquenté effectivement la même école que Janelle à l'époque où elle habitait à Philadelphie, donc il y a un fond de vérité, là. Il y a quand même une certaine cohérence avec l'histoire racontée à propos du Chris fictif. Après l'avoir interrogé, évidemment, cet homme-là, on conclut qu'il n'avait rien à voir avec tout ce drame et ne se rappelait que très vaguement de Janelle. Donc, il n'a pas eu une longue relation avec elle, une relation d'amitié au point de vouloir intervenir plus tard dans sa vie, là. Elle avait donc utilisé les photos de son profil Facebook pour leurrer sa propre mère, Barbara, donc pour catfisher sa propre mère. Et là, ça devient compliqué tout ça, Seb. Ça donne envie de s'ouvrir une autre bière du Noctem. Ils ont aussi découvert, en retraçant tout le parcours numérique de Janelle, qu'elle avait écrit sur plusieurs forums de discussion et sur Facebook aussi, là, sous plusieurs autres identités. Donc, elle n'était pas étrangère à cette habitude là, de fausser son identité. Elle avait écrit sur ces forums-là, puis ailleurs, là, sur Facebook, des messages haineux directement adressés à Billy avec un E, là, la jeune femme, tels que, par exemple, « Va chier toi et toi, Billy, votre putain de petit bébé ». Elle va aussi appeler Billy Bill, tu sais, sans le Y, ce qui correspond à ce qui est écrit sur la fameuse pierre qui a été retrouvée sur son terrain, là. Donc, ces messages-là, souvent, c'était très vulgaire. Allez vous faire foutre. J'espère que vous allez mourir, ainsi que votre bébé. Et ces messages-là sont bien évidemment très incriminants. Ils sont empreints d'une colère et d'une violence sans borne. Les procureurs concluent donc que Janelle a utilisé une technique de catfishing pour leurrer ses parents ainsi que son propre amoureux, le Jamie, là. Et là, on en a parlé souvent à Distorsion. Hein, on est très familier avec le phénomène de catfishing. C'est en fait, avec une fausse identité en ligne, de tromper ses interlocuteurs en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Souvent, c'est dans le cadre d'un stratagème de fraude amoureuse. Oui, généralement. Souvent, ça va passer par des sites de rencontres. On a vu plein de films là-dessus. Tu sais, le fameux médecin que ça a terminé. Voyons. Pas Dr. Death. Dirty Rich. Oui, Dirty Rich, exactement. Dirty John, oui. Dirty John, oui. Moi, je mêle avec Filthy Rich, qui est sur Jeffrey Epstein. Mais bon, oui, c'est ça, exactement. Souvent, le catfishing est utilisé dans le cas d'une fraude de stratagème amoureux, mais ça peut être utilisé de plein de façons pour tenter d'obtenir une fausse identité, des mots de passe, de l'argent frauduleusement. Donc, c'est très, très, très présent sur le web. Et dans ce cas-ci, le stratagème du faux personnage de Chris a fait en sorte d'amener Barbara à convaincre son conjoint Marvin de tuer le couple maudit. Oui, donc, c'est allé loin, là, cette manipulation-là. Il s'agit donc d'une habile manipulation de la part de Janelle et de Barbara qui, sans même le savoir, est embarqué dans le jeu et a manipulé son conjoint à son tour. Donc, c'est dur à croire tout ça venant d'une
de Janelle qui apparemment, en fait, aurait le niveau de plus d'un enfant que d'une personne trentenaire, en fait, d'avoir tout ce pouvoir de manipulation-là. Ah oui, absolument. Puis justement, comme tu dis, son chum, Jamie, il accompagnait Marvin pour aller tuer le couple. Là. Donc, tu sais, jusqu'à quel point, oui, il y a eu des chicanes, mais tu sais, jusqu'à quel point que tu peux croire ta conjointe ou ta fille, puis ça te motive d'aller assassiner quelqu'un. Ils n'ont pas... tu sais, c'est juste des ragots, là. Je veux dire, je comprends que c'est pas le fun, mais c'est intense, là. Mais tu vois l'importance du grade. Tu sais, tout vient du fait que cet homme-là était un agent de la CIA. Oui. Puis quand un agent de la CIA embarque là-dedans, ça fait augmenter la crédibilité à un point où on peut défier toute logique. Si elle n'avait pas convaincu sa mère avec les photos de l'ancien collègue qui est bien réel et tout ça, je pense que ça n'aurait pas marché. Mais le fait qu'elle a eu la brillante idée, entre guillemets, d'avoir, c'est très machiavélique, là, mais la brillante idée au lieu d'elle-même convaincre sa mère, elle savait qu'elle-même n'aurait pas pu convaincre sa mère. Non. Mais si ça venait d'un agent de la CIA, peut-être connaissant son père qui est un ancien militaire, il serait facile à convaincre. Donc c'est tout ce pouvoir-là. Tu sais, on dit souvent le pouvoir de la blouse blanche. Là, un médecin, quelqu'un se pointe vers toi avec une blouse blanche, puis un stéthoscope au cou. Puis on va jamais questionner sa véritable connaissance, étant donné qu'il y a l'uniforme, il y a l'autorité qui vient avec. Puis on dirait que c'est ce pilier-là dans toute sa manipulation, c'est le personnage de Chris. Oui, c'est vrai. T'as raison. Puis même au départ, Barbara, elle mentionnait même que son mari avait travaillé pour les services secrets. Oui, même si lui, elle y croyait. Elle y croyait, oui, c'est ça, exact. Avec tout ça, la famille Potter se retrouve au tribunal en août 2013 avec toutes les preuves en main qui démontrent que Janelle et sa mère sont toutes deux autant impliquées dans le drame, même si elles n'ont pas tiré sur la gâchette, elles sont responsables des meurtres. Les autorités les mettent en état d'arrestation pour les meurtres de Billy et Billy. Celle-ci nie catégoriquement être impliquée de quelque manière que ce soit là, dans toute cette histoire-là. Janelle insiste sur le fait que c'est Chris qui a insisté et qu'elle-même, elle a échangé plusieurs fois avec lui. Elle dit même avoir été consciente que Chris utilisait à distance son ordinateur pour échanger avec ses proches. Je ris parce que, tu sais, elle essayait comme de faire à croire ça aux enquêteurs. Mais c'est techniquement possible, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Ben oui. Barbara nie aussi avoir un lien dans l'affaire et affirme qu'elle avait aussi voulu rencontrer Chris, mais que celui-ci a refusé pour préserver son identité anonyme. Mais encore là, il a fréquenté Janelle au secondaire, ou primaire, ou je ne sais plus. Pourquoi il voudrait garder son identité anonyme? Ça fait pas de sens. Quelques mois plus tard, en octobre 2013, suite à son procès, Marvin est finalement reconnu coupable des 2 meurtres au premier degré avec préméditation et doit purger 2 condamnations d'emprisonnement à perpétuité. Il ne sortira jamais de prison. Sa libération conditionnelle, le parole, c'est en 2132. Okay. Puis je trouvais tellement que le chiffre était étrange que je suis allé revérifier nos notes parce que j'étais... Mais il les cumule. Hein? Oui, exactement. Oui, c'est ces 2 cumuls, mais 132, c'est sûr qu'il est déjà vieux. Là, il sortira jamais, mais c'est juste que de voir une année dans les 2100... Mais ça, c'est son appel en 2132. Oui, ben c'est ça. C'est juste la possibilité de demander un appel. Donc ils sont assez sévères. Jamie, qui est le conjoint de Janelle, mais qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il est le cousin d'une des victimes. C'est capoté, ça. C'est ça, là. C'est Billy, c'est son cousin, là. C'est lui qui l'avait présenté à Janelle, en plus, là. Il n'a pas subi de procès car il a accepté un plaidoyer de culpabilité pour son implication dans les 2 meurtres, mais il est condamné, lui, à 25 ans de prison. Donc, lui, il a des chances de sortir après un certain temps, évidemment.
3 ans et demi après la fusillade en mai 2015, parce que les filles ont été jugées séparément de Marvin, c'est au tour de Janelle et de Barbara de subir leur procès 2 ans plus tard. 2 ans plus tard que le procès de Marvin. L'avocat de Janelle, Cameron Hyder, déclare, lui, que sa cliente n'est pas coupable d'avoir un père surprotecteur et qu'elle ne serait pas en mesure de demander à quiconque de commettre un meurtre. Bref, qu'elle n'a pas ce désir meurtrier-là en elle. C'était l'argument de la défense. Janelle avoue qu'elle a traversé des eaux troubles avec le couple, qu'elle a eu des conflits avec eux, mais que jamais elle n'aurait souhaité leur mort. La défense a voulu amoindrir sa peine en apportant le point que, selon une évaluation des spécialistes, elle a l'âge mental d'un enfant de 10 ans. Ouais. C'est ça qu'on vous disait, elle a joué encore avec des poupées et tout ça, mais malgré ça, malgré l'évaluation de son âge mental de 10 ans, je compare à ma fille qui a 11 ans, elle ne serait pas capable d'orchestrer un genre de schéma là, d'usurpation d'identité comme ça. Là. Ouais. Ça reste que même si tu as l'âge mental, on dirait qu'il y a quand même une maturité d'adulte qui te permet d'orchestrer quelque chose comme ça. Là, bref, la couronne a toutefois une autre opinion, comme on le sait. Elle était consciente des actes qu'elle posait. Même que la juge a mentionné que Janelle avait un doctorat en manipulation de ses proches là, dans son jugement. Avec la preuve qu'elle a bien créé le personnage de Chris, même si elle a toujours nié ça. Puis même, il y a une entrevue avec un journaliste, vous pouvez le retrouver sur YouTube, là, en pleine entrevue. Elle l'obstine qu'elle a parlé à Chris, puis tout ça, puis tu vois le jour, puis elle était déjà condamnée, là. Puis tu vois le journaliste là, qui essaie d'insister et tout ça. Elle est dans le déni total. Ah, c'est très malaisant, là, cet échange-là. Donc, avec toutes ces preuves-là, ils n'ont pas le choix de la condamner. Pour la défense de Barbara, pour sa part, il insinue que jamais elle n'a convaincu son mari d'aller tuer le couple et qu'elle aussi, dans le fond, c'est une victime de Janelle dans tout ça. Après, on dirait que je ne peux pas lui reprocher à 100% d'avoir cette opinion-là. Après 7 jours de procès, le jury a reconnu que Janelle et Barbara sont coupables de meurtre au premier degré et qu'elles ont toutes deux été condamnées à l'emprisonnement à perpétuité. Avant d'entrer en prison, Barbara a déclaré « Je n'ai pas voulu que quiconque soit assassiné. Je n'ai jamais fait ça. » Tant qu'à Janelle, elle clame toujours son innocence. Oui, évidemment. Moi aussi, je suis un peu surpris de tout ça, mais on en reparlera tout à l'heure. Parce que aussi, tout ça a eu un impact sur la petite communauté de la ville de Mountain City. Hein. Cette ville-là a été complètement transformée par ce drame-là, en fait, parce que on en a parlé partout sur Internet, on en a parlé partout dans les médias grand public américains. Donc, dorénavant, personne n'ose ou ne veut parler de cette tragédie-là à l'interne dans la petite ville, là, étant donné que ça les a secoués énormément. C'est une petite ville sans histoire. Donc, ses habitants souhaitent que cette histoire se retrouve rapidement derrière eux. Et dorénavant, plus personne ne laisse sa porte non verrouillée à Mountain City comme c'était un peu la coutume avant le drame. Le jeune bébé orphelin du défunt couple, un prénommé Tyler, c'est important d'en parler de cet enfant-là. Je suis sûr que vous voulez savoir qu'est-ce qui est arrivé avec lui. Il a été pris en charge immédiatement par des membres de sa famille, donc il était bien entouré. Il fréquente maintenant l'école et il a apparemment une vie heureuse. Donc, heureusement, apparemment, il n'a aucun souvenir du drame et il ne connaîtra que ses parents par les souvenirs et les anecdotes que les autres vont lui raconter. Mais comme on le disait tout à l'heure, est-ce que vraiment tout est intact à l'intérieur de ce petit gars-là? J'espère que oui. Mais en fait, il y a des gens qui ont survécu, il y a des bébés, des enfants qui ont survécu à toutes sortes de drames, mais j'avoue que le sien n'est pas évident. J'espère qu'il aura la chance de rebondir et de bien évoluer malgré tout ça. Mais il semble bien entouré, donc tout semble bien aller de ce côté-là, de son côté. Oui. Mais ça doit être particulier de venir sur Terre avec ce baluchon-là, parce qu'il va toujours traîner le fait que ses parents ont été assassinés. C'est sûr que ça laisse une blessure profonde. Mais dans un crime qui a secoué sa communauté, parce que de ce que je comprends, il semble encore être dans la région. Là. Ah, en plus, là, donc c'est ça, mais pour revenir en 2021, comme on disait au début de l'épisode, il y a eu du nouveau dans le procès. En fait, la famille au complet ont demandé un appel par rapport au jugement.
À l'heure actuelle, il faut savoir que Janelle Potter est à la prison pour femmes du Tennessee et elle purge 2 peines à perpétuité. Et elle est éligible à la libération conditionnelle en 2072. Là. Donc, le premier jugement, c'était ça. Là. Donc, c'est assez loin. Sa mère, Barbara, elle aussi, elle est dans la même prison. On n'a pas, par rapport à Barbara, on n'a pas de sa libération, mais j'imagine que ça doit être un peu la même chose. Mais ce que je veux aussi vous préciser sur elle, c'est que dorénavant, elle travaille quand même de la prison. Elle travaille dans un centre d'appel et elle gagne 1,25 $ pour passer des appels téléphoniques, là, j'imagine, de l'extérieur. Donc, elles s'occupent comme elles peuvent, mais elles sont retournées en cours en juillet 2021. Et c'est la première fois que Marvin, le père, a avoué devant la cour lors de cette audition-là qu'il avait tué les 2 personnes. Parce que, comme on vous a dit tout à l'heure, il l'avait dit à sa femme, Barbara, mais jamais devant les autorités, il l'avait dit. Donc là, ça change un peu la perspective, même s'il a été condamné là, par rapport à ça, parce que, en fait, il exclut totalement les 2 femmes du geste qu'il a posé. C'est qu'il a fait « je l'ai fait et ce n'est pas Barbara et ce n'est pas Janelle qui m'a influencé à le faire ». Et donc, ça change un peu la dynamique de l'appel. Ça, c'est un des arguments pour demander un nouveau procès, mais l'autre argument, et même, c'est qu'à l'époque, Marvin avait le même avocat que Barbara pour le défendre et il y aurait eu un conflit d'intérêts, en fait, parce que l'objectif était de tenter de diminuer la peine de Marvin. Ça n'a pas fonctionné en mettant certains torts sur Barbara. Et même, il a témoigné, l'avocat commun, qui n'est plus leur avocat commun, qui avouait qu'il aurait pu avoir un conflit d'intérêts dans la défense qu'il a apportée à Barbara. Donc, tout ça, a été entendu par le juge. Évidemment, la couronne n'est pas d'accord avec ça, dans le sens que la couronne, elle ne veut pas rediminuer les peines ou réouvrir le dossier pour elle. Ils sont coupables. On a des preuves qu'ils ont effectué les actes pour lesquels ils ont été condamnés. On n'a pas de nouvelles depuis juillet par rapport à ça, mais ça a été une demande d'appel. Donc, ça se pourrait que Janelle ou Barbara sortent plus tôt de prison s'il y a un nouveau procès. Mais je trouve que malgré tout, même si on n'a pas donné nécessairement un acte clair, ou une commande claire, reste qu'indirectement, par les gestes qu'elle a fait, Janelle, elle est coupable. Là, oui. Non, à quelque part. Moi, je demeure... en fait, c'est la dernière mise à jour qu'on avait, justement, là, qui datait de juillet 2021. Donc, cette demande de nouveau procès, on va vous tenir au courant s'il y a des nouveaux développements, mais selon moi, cette affaire-là va pas mal être réglée. Là. Oui. Moi, de mon côté, je suis surpris à quelque part que toute la famille se retrouve en prison. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est pas égal pour tout le monde. Puis, mais en même temps, ça doit être difficile de juger ça. Je suis pas juriste, évidemment, mais il me semble qu'il y a certains facteurs qui pourraient amoindrir la peine, peut-être justement pour la mère et Jamie, étant donné qu'ils ont quand même été manipulés. Je trouve ça drôle un peu que les peines soient quasi égales. C'est le tueur, en fait, Marvin, c'est lui qui a la plus grande peine. Oui. Mais à quelque part, il a été manipulé, moi aussi. Sauf qu'il s'entête à dire qu'il l'a pas été. Oui. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un peu ça son problème. S'il avait plaidé la culpabilité en expliquant que justement, ou sans plaider la culpabilité, s'il était allé au procès en expliquant qu'il était non coupable en raison du fait qu'il a été manipulé, peut-être que ça aurait changé la donne. Mais là, on dirait que vu qu'il veut protéger sa femme et sa fille, il porte sur lui tout ce fardeau-là. Donc, il y a ce côté-là aussi que moi, que j'ai de la misère à m'expliquer, en fait, pourquoi tout le monde a relativement ces peines égales-là. Mais c'est sûr que tout le monde là-dedans ment. Tout le monde est coupable, oui, puis tout le monde ment. Tout le monde ment. Donc, si tout le monde ment, je pense pas que la Cour va vouloir faire de compromis, on dirait. Non, puis ils sont sévères aux États-Unis, je trouve, sur les peines de ce type-là. Tu as raison. Tu sais, même Jamie, oui, il a accompagné le père. Tu sais, est-ce qu'il savait qu'il allait les tuer? Non, moi aussi, je trouve que les peines sont quand même sévères
même si c'est pas bien là, ce qui est arrivé. Mais en fait, là, avec la réouverture du procès, je pense que c'est un peu ce que veut Marvin. C'est libérer du fardeau sa femme, mais il se libérera pas plus de son propre fardeau. Là. Même si la libération la libération sur parole baissait à 2100 au lieu de 2132, il va être décédé de toute façon. Mais t'as raison, je trouve que la peine est extrêmement sévère, mais moi, c'est comment un père a pu disjoncter comme ça. Il n'y a pas d'autre mot. Là, non, c'est clair. Péter une fuse, comme on dit en bon québécois, là, de prendre une arme puis d'aller les tuer puis d'enlever. Il savait ce qu'il faisait, là, d'enlever les balles. Puis comme tu disais, c'est un drôle de travail à faire après le drame. Là. En tout cas, c'est quelque chose que je m'explique toujours pas, on dirait aujourd'hui, là, ce qui a pu amener à ça. Puis c'est pour ça que je dis que c'est une des causes qu'on a la plus belle preuve de la distorsion. Oui. Une distorsion vraiment cognitive qu'on peut avoir là, par rapport à la réalité. Ben oui, comment en sommes-nous arrivés là? Ça part d'une quête d'amitié, puis ça se termine en double meurtre, des familles brisées, quelqu'un qui même, je parle de Jamie, qui a même participé au meurtre de son cousin. Il était dans la pièce, il était pas loin, il était peut-être pas dans la pièce, mais il était là. Oui, il était dans la maison. Donc moi, ça me chavire complètement cette histoire-là, et j'espère que tout ira bien pour le jeune enfant survivant de cette histoire-là. Eh bien, c'était tout pour cette histoire, chers Distordus. Oui. On vous remercie de votre écoute. Maintenant, c'est à vous de nous dire ce que vous pensez de cette histoire-là, du cas tordu de Janelle Potter. Vous savez où nous trouver sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, Distorsion Podcast, Facebook, même chose. On est sur Twitter, Distorsion Pod, sur YouTube aussi. On vous rappelle que Distorsion est une création de moi-même et de Seb, que le montage est une réalisation d'André Beaupré. Salut André. Et on ne peut pas quitter, chers amis, sans remercier nos chers supporters Patreon. Et je te laisse commencer, Seb. Oh, merci à Chantal M et Noémie J.D. Un gros shout-out à Amy Maude G et Valérie V. Alexandre B et Océane G, vous reconnaissez. On ne pourrait rien faire sans vous, Marc-Antoine L ainsi que Valérie N. On vous aime, Magali B et Jeff L. Un gros shout-out Valérie TL et Marie M. Sans oublier la chère Véro Zombie et Alexandre L. Un gros high five David, Jonathan G ainsi que Véronique G. Et on approche de la fin avec Marie-Philippe M et Karine M. Mais on ne peut pas partir sans remercier Miguel L ainsi que Marianne I. Shout-out à vous, on vous aime. Oh oui. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous, mon cher Émile? Si vous cherchez de nouveaux amis, n'hésitez pas à joindre notre communauté de Distordus sur notre groupe Facebook. C'est un safe space, on aime tout le monde.